Francis Mas. Solange Ménin. Élodie Ménard présente. Gisèle Mireux-Auchard. Bernard Moissette. Sylvie Molia est absente et a donné pouvoir à Patrice Corby. Aurélie Moreau. Roger Moreau. Julie Parise. Michel Péchard est absent et a donné pouvoir à Nadine Beaufils. Aurélien Pécaud. Fabien Petit. Karine Poncelet est absente et a donné pouvoir à Michel Coignou. Michel Rostecoineau. Hervé Lillotte. Daniel Leroy. Nathalie Sommier. Viviane Vassé. Alain Vavon est absent et a donné pouvoir à Karine Busson. Francis Verpi. Rosemarie Vuillermoz. Arnaud Xintre. Donc il y a 44 présents, 8 pouvoirs, ce qui nous fait 52 votants. Il nous faudrait un secrétaire de séance. Qui se compose? Bon, bah, Solange. Ah, allez, Claude. Merci, Claude. Alors, nous allons procéder à l'approbation du procès verbal donc, du 21 mars dernier. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Non, eh bien, nous allons procéder à son approbation. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Donc, une abstention, deux abstentions. Comment? J'étais absente. Oui. Donc, 2 abstentions. Alors, donc, dans le cadre de mes délégations, je vais vous informer donc des décisions prises. Il y a eu un remboursement de caution de logement à Prenois. Il y a eu un remboursement de caution pour un logement donc, de Villefranche. Et il y a eu les renonciations au droit de préemption. Eh bien, je vais donc à présent lever la séance pour laisser la parole donc à messieurs Joubert Comte et puis Dalla pour vous présenter leurs travaux concernant le centre-bourg. Voilà, donc on va vous mettre le plan et puis je vais les laisser se présenter à vous. Bon, merci. Dominique, à mon avis, ça sera un peu court, largement. Bon, merci, Elodie et Madame le maire, de nous recevoir et au Conseil de devoir nous supporter ce soir. Je suis accompagné de Ronald Delin, Michel Comte, les anciens collègues de nos nombreux mandats. Michel a œuvré largement au sein de l'usine d'André, puis en qualité de complémentaire, puis chef de corps, etc. Pendant une très, très, très longue période, Ronald aussi, et dans un autre domaine, pour des formateurs auto-école, il pourra développer éventuellement. Rapidement, historique de cette commission, très rapidement, 4 juin 2022, Madame le maire me demande de faire partie de cette commission, j'accepte sous certaines conditions, elle me remet un dossier, et puis des informations sur l'accessibilité. J'invite ensuite Ronald et Michel à venir me rencontrer, puis
le président de l'Union commerciale, Roland, excusez-moi, Laurent Tavelin. Je vous demander un point. J'invite aussi, je développe un peu ensuite auprès de votre personne qui font partie du conseil municipal et de la commission, Rose-Marie Villemozan entre autres, lui demandant si on peut retrouver d'autres personnes pour pouvoir développer et avancer. J'informe Madame le maire par un mail que je lui ai envoyé le 8 septembre. Je l'aide au courant au fur et à mesure de nos entretiens aussi, bien entendu. Madame le maire prend en charge de convoquer une commission, une réunion de cette commission, celle qui va le 19 septembre 22. Donc, la séance, présentation, etc., prise de parole de chacun, y compris des délégués. Fin de séance, malheureusement pas de compte rendu. Si j'ai un peu développé ça, c'est aussi pour dire que nous n'avons jamais travaillé dans le dos du conseil municipal. Je m'adresse à M. Premier adjoint, et à qui aussi j'adresse mes excuses pour avoir dit des âneries concernant les branchements sur les trottoirs. Bref, 19 mars 23. Je propose à Madame le maire de présenter nos travaux devant le conseil. Il nous semble que le dossier est mis en stand-by, mais je pense qu'il mérite quand même pas mal d'observations. Et je le dis, Madame le maire me demande d'intervenir devant ses adjoints pour qu'ils aient la primaire de nos propos. Réunion le 20 avril. Donc j'arrêterai là pour l'instant. On donne la parole à Ronald. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment s'est effectué notre travail. Donc, ça s'est déroulé en 3 temps. Première chose, on a regardé ce que disait la loi sur la mobilité, ce qu'elle prévoit. Également, on va dire, les obligations en termes de circulation, de stationnement, puisqu'en fait, notre réflexion s'est portée sur l'ensemble de tout ça. Non, mais 150 pompiers, c'est pas grave. Ensuite, deuxième point, nous avons fait l'état de l'existant au niveau du centre-bourg. Et puis également, on a regardé ce que proposait le maître d'œuvre dans ses premiers projets. Et enfin, on en a tiré des conclusions, et donc ça sera le troisième point qu'on développera à la fin. Alors, au niveau du premier point, donc les lois sur la mobilité demandent à ce que les personnes à mobilité réduite puissent accéder au commerce sans difficulté et bien évidemment en sécurité. Alors une petite précision qui évidemment est un peu le nerf du problème. La loi préconise une largeur de trottoir de 1,40 m et des aménagements spécifiques en cas d'obstacle qui ne sont pas modifiables, comme par exemple des marches qui descendent sur un trottoir ou des choses comme ça. Alors ça c'est évidemment ce que dit la loi, mais l'esprit de la loi c'est évidemment d'aménager, mais elle n'impose pas de tout aménager. En fait, pour résumer, ce qu'elle veut, c'est mettre en place des cheminements qui soient sécuritaires pour les personnes à mobilité réduite, en continu, depuis les parkings jusqu'au commerce. Voilà. Mais ça n'impose pas d'aménager tous les trottoirs, tous les endroits de la ville, hein, ce qui est quand même une grosse différence. Alors, quand on a fait l'état de l'existant, la première question qu'on s'est posée, c'était la pertinence du sens unique dans la grande rue. Alors la réflexion qu'on s'est faite déjà, c'est qu'il ne faut pas se poser la question en tant que particulier ou riverain, parce qu'évidemment on ne va pas raisonner de la même façon. Donc nous on a quand même essayé de raisonner sur des éléments factuels et d'analyser la situation à partir de là. Bon, à nos yeux, ce n'est pas vraiment justifié. Déjà, la chaussée actuelle est suffisamment large, elle respecte la cote demandée par le département, donc ça ne pose pas de problème de ce côté-là. Les inconvénients du sens unique, déjà, ça posera un problème en termes de fréquentation au niveau du commerce, ce qui est quand même fort dommageable. Ensuite, ça augmente le linéaire routier pour les usagers, ce qui n'est pas vraiment non plus d'actualité en termes d'économie d'énergie et d'écologie. Et ça obligerait surtout à faire supporter à la rue Pasteur, donc la rue qui passe derrière Charny, un trafic important,
bien supplémentaire à celui d'aujourd'hui, et c'est une rue qui n'est pas vraiment conçue pour cela, notamment des trottoirs insuffisants, donc une sécurité qui serait vraiment toute relative. La deuxième question, c'est quels étaient les aménagements nécessaires pour la fluidité du trafic et des personnes. Alors on a coté tous les trottoirs, on s'est déplacé, on a pris toutes les cotes des trottoirs, partout, on a relevé et on a regardé ce qui était déjà aménagé. Et là, surprise agréable, à l'exception de 3 endroits spécifiques, nos trottoirs sont à la cote, il n'y a pas de problème. Il y a déjà de nombreux bateaux qui permettent le franchissement de la chaussée, donc c'est un atout supplémentaire. Bon, il reste quelques obstacles effectivement qui vont demander des aménagements. On pense notamment aux marches qui débordent sur le trottoir, là chez anciennement le docteur Villebeuf, pour ceux qui connaissent. Donc il y a 2-3 endroits comme ça, mais rien de bien méchant. La réflexion, c'est que dans l'ensemble, l'existant est dans un bon état général. Évidemment, il y a quelques réparations à effectuer et puis un petit peu d'entretien à apporter. Ça, c'est évident, notamment sur les jours publics. Alors, troisième point de conclusion. Alors, première chose, c'est qu'il faut laisser la rue, la grande rue en double sens de circulation, mais il faut essayer de fluidifier un petit peu le trafic. Donc, pour ça, les aménagements de stationnement, il y en a un à prévoir vers la librairie notamment. Pourquoi ? Parce que la zone de stationnement est un petit peu trop longue. Donc, en supprimant, donc ça fait un effet de goulot d'étranglement, évidemment, mais en supprimant 4 places depuis la rue de la Fontaine, eh ben, on va résoudre le problème très facilement. Ça sera beaucoup plus facile à passer. Donc ça, c'est une première chose. Bon, concernant le stationnement vers le monument aux morts, effectivement, comme l'avait fait remarquer le maître d'œuvre, les places, le rangement en bataille, c'est assez dangereux. Donc là, il y a quand même possibilité de créer 3 places à l'intérieur du parking, entre les arbres et la bibliothèque, et puis de pouvoir mettre un trottoir le long de la grande rue, qui n'existe pas vraiment actuellement, qui est emprunté un petit peu par les voitures. Donc ça, c'est vers le monument mort. Je vais attraper l'autre. Alors, toujours dans le souci de fluidifier le trafic, on suggère également de remettre la rue des Ponts à double sens de circulation. Alors effectivement, il y a quand même un grand principe en matière de circulation et de sécurité routière qui existe, c'est que lorsque l'on a un axe principal, il faut éviter de rabattre la circulation vers cet axe. Il faut au contraire le décharger et l'envoyer vers l'extérieur. Or actuellement, c'est plutôt l'inverse qui est fait. Donc en pratiquant deux îlots d'évitement dans la rue des Ponts, ce qui est très facile à faire, ils sont déjà quasiment créés, ça serait, on va dire, on gagnerait en fluidité de circulation à ce niveau-là. Dans le même esprit, on a également pensé à remettre la rue du Billois en double sens de circulation jusqu'à hauteur du parking, pour ceux qui connaissent anciennement l'ancienne station d'épuration, vers là où il y a le terrain de boule. Alors, on va dire qu'il y a quoi ? Allez, 80 mètres, à peu près à mettre en double sens. La rue est large, très large à cet endroit-là. Ça éviterait on va dire, de provoquer un linéaire de circulation extrêmement important, notamment pour les gens de la DDT qui sont obligés de faire tout le tour de Charny pour rentrer au dépôt, entre autres. Et puis également tous les propriétaires qui sont le long de cette rue. Ensuite, concernant les aménagements pour les personnes à mobilité réduite, et puis après avoir évidemment vérifié ce qui était proposé par le maître d'œuvre, bon, ce qui nous a un petit peu choqué, c'est qu'il faudrait quand même qu'on garde l'entité de ce qui fait le caractère de la puisée, à savoir la brique, le bois, l'ocre, etc. C'est quand même ça qui démarque la région. Donc nous pensons, qu'il n'est pas utile et même très dommageable de démolir les trottoirs, même si on doit refaire, on va dire, les branchements compteurs d'eau pour les particuliers. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, ça fait déjà un moment que ça existe, on peut très facilement passer sous les trottoirs pour faire ces remplacements. On n'est pas obligé de casser des trottoirs, même si on a ponctuellement 1 ou 2 à faire, ça sera quand même moins coûteux que de refaire tous les trottoirs d'un bout à l'autre. Quant aux conduites principales, de toute façon, elles sont sous la chaussée, donc là, ça ne pose pas de souci. On garderait donc les briques, les pavés, sans plus un autre avantage, en dehors
caractère, on va dire, vraiment poyaudin, c'est que ces matériaux permettent des réparations faciles. Ce n'est pas le cas par contre du béton désactivé ou de l'enrobé. Quand on fait une réparation, évidemment, ça se voit, c'est moche. Puis en plus, le béton désactivé, ça vieillit très mal. Enfin, dernier point, tous ces aménagements pour le centre-ville, ça permettrait de les réaliser, on va dire, à moindre coût. Il n'y aurait pas tant de choses que ça à faire. Sachant que dans les propositions du maître d'œuvre, il y avait des choses qu'il faut garder, comme les plateaux ralentisseurs, les bornes rétractables, donc ça c'est bon à faire. Mais je pense qu'on peut, après ce qu'on a constaté sur le terrain, notre idée que les travaux sont réalisables sans, on va dire, sans grosse modification. Voilà. Bon, ça c'est du court terme. Pour les projets à long terme, je redonne la parole à Bernard. Si vous avez des questions. Oui, merci Ronald. Bon, comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas bien, mais je le choc. J'ai piqué un espèce de virus à la con, suite éventuellement à des vaccins. Bon, pour rester le propos super sympa de Ronald, c'est vrai que je pense que ce projet est négatif au niveau surtout de la circulation sur des routes qui sont dédiées aux poids lourds et aux véhicules agricoles, dans la rue Pasteur, Paulbert et puis rue de la Fontaine. Donc on accentue une circulation dans une voirie de Charnicoise qui est très fragile, étroite, sans trottoir ou de très petits trottoirs. Donc l'accessibilité, bonjour. Pour apporter des idées d'amélioration, Ronald l'a déjà fait, je pense qu'on peut penser aussi un peu à élargir la voirie la 950, la route principale, la grande rue. Il y a le problème du monument, la place du monument. Là, très rapidement, j'ai aussi des idées, on a déjà développé aussi. Il y avait un projet de médiathèque. Si ce projet avait vu le jour aujourd'hui, on aurait peut-être des solutions, peut-être aussi que c'est un projet qui peut être à moyen long terme d'avenir et très utile. Alors imaginons une médiathèque, démolition de l'ancienne école des filles, bibliothèque d'aujourd'hui, ça peut faire des houlets. Bref, et puis imaginons une ouverture de cette place de la grande rue, la rue Vivier, avec implantation intelligente du monument aux morts, petit square éventuel, parking sur stabilisé perméable, et puis des limitations des emplacements avec des arbres. Une première solution, élargissement du trottoir en partant de la rue Louis-Vieille jusqu'à la rue de l'église de 50 à 1 mètre. Possible. Qui est en complément de ce que nous disait Ronald. Concernant le monument, il y a aussi peut-être une solution plus rapide, c'est éventuellement de déposer l'emmarchement en récupération pour réemploi futur, pour donner pour élargir aussi l'emplacement de cette côté voirie, 1,50 m environ. Donc, ça c'est peut-être un peu plus compliqué. Ensuite, pour essayer d'aller vite, comme ça nous a été demandé, c'est pareil concernant l'élargissement de la grande rue, de la place de la rue Paulbert au bâtiment Attaque, qui est aujourd'hui au décrochement vers le portail. Donc un petit peu à droite, si on se met le dos aux établissements d'Audier, un peu à droite du passage piéton. Là, effectivement, on peut élargir en prenant sur le trottoir, puisqu'il y a un trottoir dédié pour les personnes à mobilité réduite de l'autre côté, et avec des projets d'aménagement de surélévation de voirie pour pouvoir faire les accès. Donc c'est possible aussi de faire un élargissement de 50 à 1 mètre sur cette longueur. Bon, j'ai aussi, bon c'est peut-être un peu gênant de parler de finances, mais lorsqu'on voit le coût de ce projet qui a été initié par le conseil précédent, par des conseils précédents, que vous avez amendé, bon c'est vrai que vu les problèmes financiers d'aujourd'hui qui nous concernent suite au malheur qui nous tombe sur la peau, le Covid, l'Ukraine, tout ce qu'on peut imaginer, les carburants, tout ce qu'on peut imaginer, font qu'on doit être raisonnable
sur les dépenses municipales. L'aspect aussi, comme l'a souligné Ronald, c'est vrai que le maître d'œuvre fait son boulot, c'est son travail, il veut gagner de l'argent, il veut se créer une situation, c'est tout à fait logique. Mais c'est vrai que ça ne rentre pas dans le cadre de notre mentalité. Nous sommes plus effortaires, ocre, argile. D'ailleurs, il y a eu un cahier architectural qui a été fait qui préconisait d'utiliser les matériaux à base d'argile comme la brique et puis aussi des peintures pour rappeler les peintures anciennes. Il y a aussi dans cette présentation des matériaux employés, le béton désactivé, comme l'a rappelé Ronald. C'est vrai que c'est un matériau qui n'est pas facile à réparer pour faire les raccords. La résine sur voirie, bon, j'y crois pas trop. J'ai en référence Périni, qui a été fait avec ce type de matériau. C'est qu'aujourd'hui, relativement lamentable. Si je peux me permettre, si vous laissez un petit peu de temps, je voudrais aussi parler de la halle. Donc c'est un bâtiment qui a été rénové pendant notre période par l'architecte M. Pierre Branchu, avec comme pour le chantier M. Bouvet architecte. Bon, à l'époque, on pensait dégager les pans de bois pour refaire du ravalement. On s'est aperçu qu'on avait une superbe structure de bon assemblage et il a été décidé de conserver les pans de bois, donc de détruire le remplissage et de remonter un matériau léger en béton cellulaire, habillé de briques et d'enduit, avec le curetage des bois, curetage et surtout traitement aux produits fongicides, insecticides. Et je vois une dilatation entre les matériaux qui sont des matériaux durs et qui se dilatent d'une façon différente. Enduit ou briquetage sur les façades. Et puis, protection des bois avec des produits très très sérieux pour pouvoir les faire durer très très longtemps. Il y a aussi eu des changements de pièces de bois en sous-œuvre, c'était tout à fait facile et possible, etc. Donc, je ne parlerai pas de l'intérieur, ça c'est un vaste projet. Lorsqu'on imagine le coût que cela représente pour faire le second œuvre qui est complètement négatif et absent, pour moi c'est un peu de folie. L'image de Charlie, là, oui. L'intérieur, ça pose question, il n'y a pas de souci. Comment? Merci Ronald qui me rappelle qu'effectivement l'urgence, c'est de la mise hors d'eau, la réparation de la charpente, ce qui est tout à fait réalisable en sous-œuvre. Il y en a un batterie qui peut être remplacé par un charpentier qui s'appelle charpentier, qui a les notions de la charpente. Bien entendu, mettre un tiron certainement pour relier les deux pieds d'arbre à l'étrier, pour éviter la poussée sur les façades. C'est réalisable, mais c'est urgent. Il y a une vingtaine de mètres carrés de toiture à refaire dans le cas pour pouvoir accéder. Il y a certainement un handicap dans cette bâtisse, c'est que nous avons un clocheton qui est très lourd, dans lequel il y a une cloche, etc., un mouvement, qui est couvert de pont, qui est ouvert néanmoins à l'air et à l'eau. Et je pense qu'il y a une réflexion à faire, à savoir de peut-être soulager ce bâtiment du poids de ce clocheton. Pour la mise hors d'eau, c'est vrai qu'il y a quelques réparations urgentes à faire. Hors d'air aussi, puisque les fenêtres ont pris l'entretien n'a pas été suffisamment suivi. Donc, affaire à suivre, bien entendu. Je rappelle aussi très très rapidement que Jean-Pierre Soisson a initié Cœur de Village et nous en avons largement profité et fait de superbes choses qui aujourd'hui sont encore d'actualité au niveau d'accessibilité, entre autres. Pour terminer sur les passages, il faut aussi bien évidemment protéger avec beaucoup de soins contre les UV, les pans de bois, et le faire fréquemment. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la halle, on se pose des questions, on sent qu'on est un peu sinistré. Il y a l'urgence de faire quelques réparations. C'est bien la réparation en pavé. J'espère que le soleil ne va pas vous faire de tort. Et
Et puis remplacer les endroits qui sont les poutres, c'est possible en sous-œuvre. C'est vrai qu'aujourd'hui ça fait un peu peur de voir les étayages qui, à mon avis, ne servent à rien. C'est mon avis perso. Ça vaut ce que ça vaut. Mais il faut avancer. Et je souhaite que vous puissiez le faire rapidement. Bon, j'ai sûrement oublié les trois quarts, mais c'est pas grave, mais ça va vous arranger. Je reviens sur ce que disait Ronald concernant la rue des Ponts. C'est vrai qu'il faut que c'est absolument indispensable qu'elle revienne en double sens. Il y a un panneau de station, un stop qui devrait mériter une fortune pour la commune si les procès-verbaux avaient eu lieu. Et puis il y a aussi une grande partie de la population qui habite sur des maisons qui débouchent rue de Bédois avec parking ou garage. Le niveau du c'est moins évident, mais il y en a aussi. Donc effectivement, cette rue serait en double sens, devient en double sens, ce serait très positif. L'idée de revenir en double sens pour la rue du Bédois, du carrefour des ponts jusqu'à l'entrée du futur parking, ok, super. Déplacer, agrandir le parking du Bédois en déplaçant le pont sur le Baudil, c'est facile possible. Ensuite, détruire une partie de l'ancienne station bassin d'épuration et de décantation qui libérerait une grande surface en conservant le poste de relèvement puisque c'est le seul point où les eaux usées arrivent de Charny pour aller sur la nouvelle station. Et là aussi, effectivement, aménagement du parking en stabilisé, plantation d'arbustes pour délimiter les emplacements. Pour revenir sur le sens de double, c'est vrai que pour l'ancienne DDE, pardon, il faut 1,7 km pour venir chez eux, alors il y a 100 mètres à faire. Et là, il y a des encombrements supplémentaires sur les voiries, et surtout les voiries, encore une fois, dédiées aux poids lourds et au matériel agricole. Donc, cette solution, pour nous, peut être rapide et pratique, pas très onéreuse. J'ai 1000 choses à vous dire. Je vais vous emmerder. Je le fais déjà. Je suppose. Quelques réflexions à la con, excusez, c'est ma façon d'être. Je suis contribuable comme beaucoup d'entre vous. Je regrette que des choses ne soient pas faites suffisamment rapidement. Par exemple, le lavoir, où il y a 58 qui ont été enlevés par un, excusez le terme, un connard, pas réparé. Aujourd'hui, la batterie plus la tablière sont en déficit, ont pris la flotte, vont pourrir, et le coût sera pas de 400 €, sera de 10 000 et plus dans le futur. Donc, urgence. Comment ? Je sais, c'est sûr, c'est compliqué à faire, c'est compliqué à dire, mais s'il le faut, je pense qu'il faut faire une grille de protection. C'est dommage, mais on en arrive là. Ou alors, je ne vais pas dire une bêtise, je ne veux pas le faire. Donc c'est dommage. Il y a aussi la charpente de la croupe côté ouest qui s'est échappée de l'affaire principale. Et là, il y a un ferment il y a des diapons qui sont barrés. Ça ne mérite pas un gros boulot. Un ferment supplémentaire, on rattache, on ne modifie rien, on ne répare, on ne modifie pas la charpente surtout, ni la toiture qui est en bon état, bon, qui a été fait il n'y a pas très longtemps, et qui peut encore vivre certainement très longtemps. Voilà, donc ça c'est un peu dommage, excusez-moi d'être un peu impulsif là-dessus. Aussi, rapidement, le pôle de loisirs, c'est pour ça que je parle d'un petit square vers le monument. Est-ce que c'est utile ? Je pense qu'il faut privilégier l'entretien de ce qui existe
qui a été super bien conçu par notre architecte, M. Juvigny, avec des plantations. On voit la végétation aujourd'hui super, mais nous avons des allées qui ne sont pas accessibles, surtout pour les personnes à mobilité réduite. Donc je sais qu'il y a un projet que vous êtes en train de bosser, c'est parfait. Par contre, c'est vrai qu'il y a urgence, s'il vous plaît. Il y a aussi un détail sur ce chantier, c'est les dalles de 4 mètres carrés qui ont été faites pour planter les superbes tables, super bien façonnées, mais l'angle béton n'a pas été abattu, le remblai d'environ 15 cm n'est toujours pas fait, dangereux. Le rattrapage du niveau du sol par rapport au terrain actuel n'est pas fait, donc dangereux, donc vous avez des responsabilités. Essayez peut-être de vous... Voilà. Donc excusez-moi si je pinaille. Encore rapidement, les évacuations pluviales, gros domaine, compliqué pour Charny. Nous sommes à un niveau de SGF basse par rapport aux inondations et malheureusement, lorsque la rivière déborde, elle peut entrer dans Charny par le biais venant de Saint-Martin-sur-Ouane et aussi, surtout, par les entrées et les déversoirs qui sont sur la rivière rue de La Fontaine. Et là, il y a des clapiers anti-retour un peu fantoches en tôle d'acier qui ne sont pas étanches. C'est l'eau uniquement qui pousse et qui fait l'étanchéité. Je pense qu'il est urgent de mettre des appareils de qualité pour éviter les remontées de Loane. Aussi, à savoir que lorsqu'il y a les inondations, Charny, par endroit, est à moins 80, et donc on va à 80 cm de flotte. Donc, danger. On pourrait développer largement, on avait pensé à aménager un grand espace entre la pointe de l'île et un autozoné. C'était certainement un super projet, mais bon, on a vu des gros inconvénients avec la DRIR, l'administration, excusez-moi, compliqué. Bref, aujourd'hui, ce problème existe, surtout pour l'usine Verneret qui subit certaines inondations. C'est pourtant une usine qui est pour nous est très favorable. Donc là, je pense qu'il y a aussi à réfléchir, mais là, je vous fais confiance dans ce domaine. Donc pour les clapiers anti-retour urgence, s'il vous plaît, pour éviter de gros soucis. J'aimerais tellement vous en dire plus. Et j'en manque un peu le courage, et puis bon, j'ai un peu la tête complètement à l'envers. Bref. Donc, merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si tu veux en remettre une petite couche. Merci. Oui, non, merci de nous avoir écoutés. Donc, juste pour redire ce que l'on avait déjà dit à Mme la maire et ses adjoints, qu'on reste de toute façon à votre disposition pour travailler sur le projet, y compris avec le maître d'œuvre ou avec les gens du conseil municipal. Merci bien. Merci. Du coup, on vous remercie et en effet, on travaille ensemble pour la suite de ce projet. En tout cas, prenez soin de vous. Nous, puisque la séance est toujours levée, on va continuer sur la présentation de l'étude de faisabilité donc de la piscine. Donc, on va projeter le document. Donc, en préambule, voilà. Donc on a une piscine des années 70 avec en moyenne 200, selon les données collectées, 200
une valeur théorique maximale de 525 personnes. Les travaux principaux réalisés donc, depuis son ouverture, c'était la mise en place d'une moquette solaire en toiture pour le chauffage des bassins donc, dans les années 80, qui a été associée à des couvertures thermiques. Donc cette piscine, en effet, elle est fermée au public depuis 2020, suite à la pandémie de Covid. Et puis, elle avait été transférée dans le cadre d'un transfert de compétences à la communauté de communes de Puisay-Forterre. Et elle nous est revenue en 2022. Donc, suite à un diagnostic technique et bâtimentaire que l'on a réalisé en août dernier, voilà, dans le cadre d'une rénovation de cette piscine, c'était ce qu'on pouvait envisager. On a demandé plusieurs scénarios. Dans un premier temps, on en a demandé 4. La rénovation des installations de traitement d'eau et de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, selon la liste donc, des préconisations du diagnostic technique préalable. Le scénario 2, c'était des travaux de démolition, reconstruction avec un isopérimètre, donc le bâtiment et l'offre aquatique. Le scénario numéro 3 donc, reprenait le scénario numéro 1, auquel on ajoutait le remplacement de la couverture du bâtiment et le chauffage de l'eau des bassins pour une période un peu plus élargie, donc allant de mi-mai à mi-octobre. Le dernier scénario, dans cette première phase, c'était la démolition des existants et la réalisation d'une aire de jeu aquatique en libre accès. Et puis à cela, lorsque l'on nous a restitué cette première étude, on a demandé un cinquième scénario qui lui reprenait le scénario numéro 3, donc le remplacement donc, de la couverture du bâtiment et la mise en œuvre d'un chauffage de l'eau des bassins pour une période un peu plus élargie, en complément des travaux identifiés dans le scénario numéro 1. Il y avait la transformation du petit bassin en aire de jeu aquatique pour le rendre ludique et pour toucher les familles, la mise en œuvre d'un abri découvrable au-dessus du grand bassin, et puis le remplacement du revêtement d'étanchéité actuel du grand bassin. Voilà. Donc on va vous présenter les différents scénarios. Après, si vous voulez le descriptif du bâtiment éventuellement, donc c'est une piscine municipale de plein air qui se déroule sur un seul niveau de plein pied. Donc il y avait 2 entrées, une pour les femmes et une pour les hommes. Il y avait un local caisse et porte-tapis. Il y avait les vestiaires et sanitaires à destination des usagers, donc symétrie par rapport au sexe. Les locaux annexes qui étaient l'infirmerie, le local de rangement et oui, maître nageur sauveteur, merci Jessica. Il y avait le local technique principal pour le traitement de l'eau, les locaux de stockage des produits de traitement d'eau, les pédiluves d'accès au bassin depuis le vestiaire, et puis il y avait des espaces extérieurs qui comprenaient donc le grand bassin de dimension 25 par 10, un petit bassin de 10 par 10, il y avait les plages minérales autour des bassins et puis un solarium végétal en périphérie des plages. Donc, si on rappelle les conclusions, donc, au regard du diagnostic technique et bâtimentaire effectué, la synthèse est la suivante. La piscine est de construction ancienne, évaluée aux années 70, et n'a fait l'objet d'aucun travaux d'envergure depuis. La structure du bâtiment, qui était en béton armé pour le plancher bas et les parois, charpente en bois massif, des bacs simples de couverture, et donc elle était dans un état d'usage. Il n'y avait pas de désordre structurel évolutif constaté, quelques fissures non structurelles et une vétusté des façades enduites. Le bac de couverture est en fibrociment, renfermant de l'amiante. La structure des bassins enterrés
est en état correct apparent, pas de fissuration, pas de déversement. Étant destiné à une utilisation estivale, le bâtiment n'est ni isolé thermiquement ni chauffé. Les installations de traitement d'eau sont d'origine vétuste, avec notamment des canalisations enterrées en fonte d'origine fortement corrodée. Les installations sanitaires sont également en état d'usage avec des appareils encore d'origine, WC à la turque encore présent, douchette collective à commande par chaînette, avec une distribution en eau froide uniquement. Les installations électriques sont en état d'usage avec des équipements encore d'origine. D'autres plus récents selon les interventions de réparation. Le revêtement des plages en dalle de béton gravillonné posé sur sable est vétuste et ne présente plus les garanties de confort et sécurité pour les baigneurs. Donc, la piscine de plein air est dans un état global vétuste, bien que régulièrement entretenue pour une fonctionnalité à minima. Elle présente des points de faiblesse auxquels il faudra remédier avant toute réouverture au public et à court et à moyen terme, ainsi qu'un certain nombre de non-conformités au regard des réglementations actuelles. Elle ne répond plus aujourd'hui aux exigences de confort et de qualité qu'attendent les usagers d'un équipement aquatique, ne fût-ce qu'une piscine municipale de plein air toute simple. Une opération de rénovation lourde est à envisager, tant sur les aspects structurels que techniques et accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc en effet, le premier scénario, voilà. Donc si on se base sur les bassins, voilà, donc ce qui est donc en jaune, donc c'est toute la réfection des plages et des séparatifs. Il y a également les réfections des revêtements du bassin. Il y a tout ce qui est reprise des pédiluves. Et puis, en dehors des reprises partielles de clôture, il y a tout ce qui concerne les bâtiments, avec la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les ravalements de façade, voilà, il y a un certain nombre de choses à réhabiliter. Il y a aussi donc, le remplacement donc, du traitement d'eau au niveau du bâtiment. Donc ça c'est le premier, voilà, c'est une réhabilitation telle que la piscine est actuellement. Alors, je ne vais pas vous faire forcément, puisqu'il y a 5 scénarios, tout descriptif voilà, des travaux, les estimations, aussi bien des coûts des travaux que des consommations énergétiques prévisionnelles de chauffage, d'électricité, des produits de traitement. On verra un tableau final qui pourrait reprendre voilà, les coûts globaux des scénarios. Et puis donc le scénario numéro 2. Donc là, voilà, pareil, on reprend les plages. Voilà, on fait un nouveau revêtement des bassins. On change les pédiluves. Pareil, on démolit et on reconstruit en fait le bâtiment. Et on intègre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Voilà pour ce scénario-là. Le troisième scénario, c'était la reprise du scénario numéro 1 et on rajoutait en fait une couverture thermique sur les bassins. Voilà, et on remplaçait aussi la couverture du bâtiment. Ce qui nous permettait du coup d'élargir les périodes d'accueil de mi-mai à mi-octobre. Le dernier scénario sur l'étude initiale, en effet, c'est une aire de jeu où là, du coup, il n'y a plus du tout de bassin et cette aire de jeu, elle est libre d'accès. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau stagnante et donc pas de risque de noyade.
Il est en accès libre, donc voilà, pas de charge vraiment ni personnelle, puisqu'il n'y a pas besoin de maître nageur. En entretien, c'est plutôt réduit. Et on démolit le bâtiment avec juste un petit local technique pour le traitement de l'eau qu'on voit en bleu. Et puis, à l'issue de cette étude, on a en effet demandé un petit mix de tout. Où là, eh bien, on reprend une partie du scénario 3. On garde le grand bassin avec un revêtement du bassin inox pour pérenniser. De mémoire, c'est soit la couverture thermique, soit un abri gigogne qui permettrait d'élargir toujours la période d'ouverture. Et puis à la place du petit bassin, c'est d'avoir cette zone d'aire de jeu aquatique. Donc il faudrait également refaire les plages et tout ce qui est séparatif. Et par contre, c'est de prévoir un bâtiment donc pour une mise en accessibilité. Voilà. C'est un petit mix de tout. Alors si je reviens au coût, voilà, question. Alors donc si je reprends le scénario 1, la période d'ouverture serait comme elle était du 1er juillet au 31 août. On a fait une prévision de la fréquentation en personnes par an. Avec 3300 personnes, l'accès serait payant. Le coût des travaux au moment de l'étude serait évalué à 816 600 €. Vous avez l'ensemble des coûts de maintenance de 37 304. Et puis le personnel, là, on évalue à 4,5 équivalents temps plein. Voilà. La durée des travaux serait de 8 mois. Oui, sur la période d'ouverture. Ensuite, le scénario 2, tel que je vous l'ai présenté, même période d'ouverture. On supposerait une fréquentation un peu plus importante en évaluant 4290 personnes par an. L'accès serait aussi payant. Par contre, le coût des travaux serait évalué à plus d'1 221 720 €. La maintenance annuelle, plus de 45 646 €. Et puis, en termes de personnel, ce serait également 4,5. Alors, je veux dire, tout de suite, pour l'ensemble des scénarios, on évalue à 4,5 équivalents temps plein. Ça représente les gens nécessaires pour l'entretien, les maîtres nageurs, la personne qui s'occupe de la régie, la caissière. Voilà. Et donc, pour le scénario 2, la durée des travaux serait estimée à 10 mois. Le scénario 3, où on élargit, voilà, c'est le même scénario, on reprend le scénario 1 avec un équipement supplémentaire qui permet d'élargir le temps d'ouverture. Et là, donc, on supposerait une fréquentation beaucoup plus importante, à 13 580 €, avec un accès payant. Un coût des travaux évalué à 1 055 400 €. Un coût de maintenance annuel évalué à 77 830 €. Et donc avec une durée des travaux de 9 mois. Excusez-moi. C'est le scénario retenu par la commission finance, la commission sport et association, celui-ci. Il avait donné son avis favorable, ce scénario-là, qui pouvait chauffer et peut y aller du 15 mai au 15 octobre les écoles avec. Alors, je précisais juste à le dire. Je dirais, alors oui, mais à la fois le scénario numéro 5 également, c'était tout est fonction du coût aussi. Oui, c'est ce qui était retenu, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Il n'y a pas.
4, donc ça c'était les jeux, voilà, l'aire de jeu. Donc là c'est un accès libre, donc c'est gratuit. Le coût des travaux, eh bien, il est évalué à 952 920 €, un coût de maintenance à 35 398. Et là, pour le coup, il y a juste besoin d'un agent d'entretien de temps en temps, ce qui est donc, et puis la durée des travaux de 7 mois. Et le dernier scénario qui était rajouté ensuite, donc là avec une période d'ouverture élargie. Donc un accès payant, une fréquentation prévisionnelle de 7 480 personnes. Donc les coûts des travaux évalués à 1 849 560 € et un coût de maintenance annuel à 88 505 €. Voilà. Et des travaux supposés sur 12 mois. Voilà ce que je pouvais du coup vous dire. Concernant ce projet. Pour ceux qui souhaiteraient vraiment regarder plus amplement toutes ces évaluations, le document est en effet consultable. Si tout est. Si vous n'avez pas de questions, eh bien nous allons. Oui. Alors, merci pour cette présentation. Là, on est passé 1 heure. Vous avez présenté deux projets. En fait, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire de ces 2 projets? Parce que là, l'étude de piscine a coûté plusieurs milliers d'euros à la commune. Du coup, on en fait quoi? Et la question de Mme Gounod était intéressante. Qu'est-ce que la commission en a déduit de cette étude? Alors, juste je vais répondre succinctement. Je dirais que la présentation est faite lors de la commission. Je ne pense pas forcément que les choses aient été actées, que le scénario peut-être numéro 3 ait retenu une certaine attention, c'est une chose. Pour l'instant, le dossier de la piscine, nous devions vous le présenter, chose que l'on fait. La séance est suspendue et donc voilà, je ne rentrerai pas dans un débat du conseil municipal. Et donc, je m'arrêterai là. C'est bien dommage. Bon. Eh bien, nous allons du coup reprendre la séance du conseil municipal. Alors oui, je voulais rappeler, c'est qu'à 19h47, M. Aurier est arrivé, et nous sommes 45 présents, 8 pouvoirs, ce qui représente 53 votants. Alors, avant de commencer les délibérations, j'ai été missionnée ce soir par les agents de la collectivité pour vous lire un courrier qu'ils m'ont adressé. Madame le maire de Charnures-Épuisé, le conseil municipal a été élu en juin 2020 au suffrage universel par l'ensemble des habitants de Charnures-Épuisé. Nous, agents titulaires et contractuels, avons été recrutés par la collectivité et sommes principalement au service de l'ensemble de la population, tout en suivant les objectifs et consignes de l'équipe municipale. Nous savons pertinemment que celle-ci peut changer tous les 6 ans et en avons l'habitude. À l'occasion de plusieurs réunions du conseil municipal, nous avons, ainsi que les administrés, pu entendre certains membres de cette assemblée affirmer, ouvrez les guillemets, il faut qu'on embauche de la matière grise. Aujourd'hui,
on est déficitaire en matière grise. Ou encore, il est temps de ramener de la matière grise à la mairie. Des élus qui se permettent de juger du niveau de matière grise de la collectivité, alors que certains n'ont jamais mis un pied à la mairie et qui ne savent pas qui sont les agents ni ce qu'ils font, ou encore les missions dévolues aux différents services. Est-il nécessaire de discréditer les agents en poste pour souligner un besoin de recrutement? De même, certains élus n'hésitent pas à nous dénigrer sur les réseaux sociaux, attardés, drogués, ou s'adressent à nous avec un langage plus qu'irrespectueux. Des propos désobligeants sont tenus dans diverses réunions devant des agents de la collectivité, à propos de leurs collègues ou de l'ensemble des agents. Quand on lit dans la presse certains échanges de conseillers municipaux, on peut se poser des questions, voire les indiscrétions de l'Union républicaine du samedi 29 avril. Régulièrement, que l'on soit en formation ou que nous rencontrions des habitants ou des collègues de communes voisines, excusez-moi, nous entendons « Tu travailles à Charnier-Épuisé ? Tu as du courage. Ça n'a pas l'air simple à Charnier-Épuisé, vu l'ambiance. Tu as de sacrés élus. » Ce à quoi nous répondons, pour la plupart, que pour nous, l'ambiance de travail se passe bien. Nous ne sommes pas assez nombreux pour les tâches à effectuer. Et effectivement, vu l'image de la commune sur les réseaux sociaux, personne ne veut venir travailler chez nous. L'ambiance affichée dans les médias ne reflète pas du tout l'état d'esprit des agents qui sont là pour la collectivité et ses habitants. Les quelques élus, usagers ou présidents d'associations habitués de nos services pourront témoigner de l'esprit d'équipe et d'entraide dans lesquels nous travaillons. Madame le maire, bien que nous soyons soumis au devoir de réserve, nous ne pouvons tolérer plus longtemps l'image qui est donnée des services municipaux. C'est pour cela que nous vous sollicitons aujourd'hui, afin de faire cesser les propos discourtois et tendancieux à l'égard de vos agents. Il en va du respect de vous-même, mais également de la valorisation de notre commune, afin que de nouvelles recrues viennent rejoindre et consolider nos équipes. Comptant sur votre compréhension et votre soutien, recevez, Madame le maire, nos salutations respectueuses. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté leur courrier qui, à ce jour, a été signé de près de 50 agents. Madame le maire, est-ce que je peux avoir la parole, s'il vous plaît? Oui, monsieur Mossette. Madame le maire, je savais qu'un courrier circulait. Je suis, sans être nommé, mis en cause, puisque c'est moi qui ai, au cours du conseil municipal du 21 mars 2023, lors du débat sur le BP 2023, parlé de recrutement de matière grise. Je vous rappelle exactement ce que j'ai dit ce soir-là. Sur les charges de personnel, notre collectivité est en manque de matière grise et j'aurais préféré qu'il y ait une augmentation substantielle de ce poste pour, si on a des projets à monter dès cette année ou dans les années qui viennent, je pense qu'il sera urgent de recruter de la matière grise pour le montage des dossiers. Monsieur Xin m'avait fait une réponse et dans sa réponse, il avait souligné qu'il était bien d'accord avec moi sur l'analyse de la matière grise. C'est vérifiable sur les vidéos des conseils municipaux. Alors, Madame le maire, ce courrier me salit et me blesse. Je n'ai à aucun moment mis en cause ou douté des compétences des agents. Par contre, Madame le maire, depuis le début de la mandature, vous et certains membres de votre équipe rapprochée ne faites qu'attiser les braises issues d'une campagne municipale compliquée, Covid et plus de 150 candidats. Vous auriez dû rassembler et fédérer les 50
55 élus, vous servir des compétences de tous. Votre attitude a amené de nombreuses démissions au sein de la liste majoritaire, voire même des tensions avec nos partenaires. Madame le maire, aujourd'hui, mon plus grand regret, c'est de vous avoir soutenu, car dès le début du mandat, j'ai compris que nous n'avions pas la même vision de la gouvernance à mettre en place. Pour beaucoup de citoyens, les dysfonctionnements actuels semblent être une conséquence de la commune nouvelle. Mais non, au contraire, je reste persuadé que gérer en bonne intelligence la CCOP peut et doit être un moyen de fédérer les énergies pour des projets structurants. Madame le maire, sans cesse, vous avez justifié vos incohérences et votre inaction en rejetant la responsabilité sur les autres dont je fais partie à l'occasion. Madame le maire, je vous informe que je démissionne de toutes mes fonctions au sein de la CCOP et de la CCPF. Je transmettrai dès demain ma lettre de démission à Monsieur le Préfet et vous remettrez les clés de la mairie de Prunoy ainsi que la... Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur Moreau, s'il vous plaît. Je voulais juste, alors, les agents n'ont cité personne et plusieurs élus étaient du coup aussi visés et il n'y avait pas de nom particulier. Voilà, je tenais à... Personne n'était visé particulièrement. De toute façon, quand on est élu, on va jusqu'au bout. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord. On va jusqu'au bout, monsieur. On est élu pour ça. Et ce courrier n'avait pas un but. Son but n'avait pas vocation à... S'il vous plaît. Ce n'était pas là pour... ça n'avait pas une valeur politique, c'était juste là. Je n'ai pas demandé aux agents, c'était leur ressenti, ils m'ont fait part de ce courrier. Bon, alors, moi je suis Je vais laisser la parole avant un agent, d'autant plus représentant du personnel. C'est pas bon ça. Bonsoir. Alors effectivement, comme vous l'a signalé Madame Bénard, alors déjà le but de ce courrier, c'était absolument pas de faire de la politique parce que c'est un contrôle. Et effectivement, ce n'est absolument pas Madame Bénard qui a demandé de rédiger quoi que ce soit. Ce n'était pas dirigé contre M. Moisset en particulier. C'est un cumul de réflexions, de commentaires sur les réseaux sociaux qui font qu'au bout d'un moment, on a l'impression d'être pris dans une guerre qui n'est pas la nôtre, à laquelle on ne veut pas participer. On n'a pas visé la majorité ou l'opposition, et pour vous dire, clairement, on se moque de savoir de qui viennent ces propos-là. Tout ce qu'on veut, c'est que ça cesse. C'est que ça cesse parce qu'on est là pour travailler, on fait du mieux qu'on peut, et c'est difficile pour nous d'entendre ça. Alors je pense que parfois, vous ne mesurez pas à quel point ça peut nous atteindre. Je pense qu'effectivement, par exemple, M. Moisset, son but n'était pas de nous blesser, mais le résultat, c'est que des propos de ce type-là nous ont blessés. Et c'est pour ça qu'on a fait ce courrier à Madame le maire. Alors moi j'interviens encore, excusez-moi. Attendez, Madame Chigny, vous m'interrogez. Juste pour répondre, d'abord je regrette le départ de Bernard, c'est évident. La réflexion qu'il a faite, moi je me souviens avoir discuté avec une élue de l'ancienne majorité et nous étions, il y a 2 ans de ça, nous étions d'accord pour regretter le départ de certaines personnes dans la collectivité, notamment la personne qui s'occupait des subventions et la personne qui s'occupait de l'organisation des CAO. Et on s'était dit à ce moment-là que lorsque les gros projets allaient se présenter, nous serions effectivement en difficulté parce que nous étions privés de connaissances et d'un aspect routinier dans les dossiers qui
permettait de gagner énormément de temps. Voilà, donc moi, effectivement, quand Bernard a fait cette réflexion l'autre fois, je l'ai prise, ça m'a rappelé cette discussion, donc je ne l'ai pas du tout prise celle que vous l'exprimez. Bon, j'en suis navrée, je pense que c'était pas son but, c'est pas le mien ce soir, mais si on s'est mal compris, excusez-nous. Excusez-moi. Si on a fait ce courrier, c'est pas uniquement suite au propos de M. Moissette, sinon on l'aurait fait plus tôt, parce qu'effectivement son intervention date du Conseil de mars de mémoire, mais c'est que depuis ces propos ont été repris au dernier Conseil, qu'il y a eu aussi, parce que là on s'arrête sur les propos de M. Moissette, mais il n'y a pas eu que ça. Quand on met sur les réseaux sociaux qu'on est des attardés, des drogués, excusez-moi, mais là il n'y a pas un problème de compréhension ou de la manière dont on comprend les choses. Clairement, attardés et drogués, non. C'est juste pas acceptable. Alors, les commentaires sur les réseaux sociaux ont été certes retirés, il n'empêche qu'ils auraient existé. Mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Si on vous attaque, il ne faut pas avoir peur. Non, mais si, attendez. Moi j'étais déjà attaqué parce que j'ai fait une chose, quand j'ai parlé d'un certain café, tout ça, on m'a attaqué tout de suite, vous êtes tous mis en grève. Pas vrai? Vous êtes tous mis en grève. D'accord? Et j'ai remarqué, mais je vois vos gens qui travaillent, je les vois, hein. Il y en a, je ne prends pas de photos, mais je ne veux rien dire. Non. On n'est pas là pour parler des agents. S'il n'y a plus d'intervention. Bon. Eh bien, on va passer au... Ouais, juste, si vous avez envie de parler des agents à ce moment-là, venez nous voir en mairie, mais s'il vous plaît, arrêtez au conseil municipal. Voilà. C'est pas le lieu. Jamais on parlait d'agents. Mais bien sûr que si. Bien sûr que non. Bah, surtout, on les voit, les commentaires, mais bon. Peu importe, passons aux délibérations. Donc la première concerne les tarifs de capture et gardiennage des animaux errants. Donc on connaît de nombreux... on a vécu de nombreuses opérations, puisqu'on a plus d'une trentaine de divagations d'animaux en tout genre depuis le début de l'année et une bonne vingtaine de captures. Donc nous avons décidé avec le service de la police municipale de prévoir une délibération proposant de fixer des tarifs de prise en charge de ces animaux errants. Alors quelle que soit l'espèce, la race de l'animal, donc comme vous avez pu avoir connaissance, un forfait de capture, donc de 50 €, dont les frais seraient doublés dès la deuxième capture, d'instaurer une pension par nuitée de 20 €, le remboursement de la totalité des frais vétérinaires engagés par la commune et le remboursement de tout matériel détruit par l'animal lors de son séjour ou de sa capture. Donc, je vous propose de procéder au vote de cette délibération et donc de fixer, d'approuver ces tarifs. S'il te plaît, j'ai une question. Est-ce qu'on est équipé pour aller chercher une vache, un mouton, et ainsi de suite? Et deuxièmement, est-ce qu'il me semblait par rapport à la fourrière départementale, via la Comcom, on était adhérent, moyennant 1 € par habitant, c'était, il me semble. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on ne fait pas appel à la fourrière pour la capture de chiens? Et c'est surtout certainement pour les chiens, et ça s'arrête là, quoi. Alors en effet, ils ne prennent pas les chats. Voilà, ils ne prennent que les chiens. Oui. Et puis c'est très compliqué puisque ils n'interviennent que rarement. Voilà, ils ont des délais, il y a des grosses contraintes. Donc de toute façon, nous sommes obligés, nous, d'agir sur l'instant et de les garder. Voilà. Donc on a le matériel pour pouvoir lire les puces,
D'accord, mais donc ça remet en cause le fonctionnement de la fourrière départementale. Parce qu'il me semblait qu'ils avaient 2 agents aujourd'hui pour gérer le centre Yann, hein, grosso modo. Et parce qu'il y a 2 fourrières dans Lyon, une à Naï et une à Branche. D'accord, oui. Mais alors ça remet en cause le fonctionnement, parce que moi je sais qu'auparavant, quand j'avais besoin de la fourrière, ils intervenaient aussi. Eh bien, nous, c'est arrivé où il fallait emmener les animaux directement à Branche. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que ça profite à la collectivité. Ce sont souvent les mêmes. Et puis les agents, ils ne sont pas là pour faire les transports d'animaux continuellement. Tout à fait. Mais demain, si c'est en face d'un acte, comment est-ce que l'agent est formé pour capturer un acte? Alors, il y a des personnes sur le territoire qui sont habilitées pour. D'accord. Non, mais moi, c'est une question de fond. Et puis après, on contacte éventuellement les pompiers qui font appel à leur service. Tout à fait. On ne peut pas gérer non plus tous les problèmes. Oui, il peut y mais avoir des moi, chiens agressifs. oui, tout à fait, Elodie. Moi, ce qui me choque, c'est toute espèce, quoi. Toute race, ok, mais toute espèce. C'est toute espèce, parce que quand on est pris ça pour les chiens, c'est surtout les chiens qui divaguent le plus, et puis voilà, quoi. Ouais, et demain, s'il y a un cheval, c'est pareil. Est-ce qu'on est formé pour aller le choper? Voilà. Non, mais c'est. Je ne vais pas passer 2 heures là-dessus, mais voilà mon fond de pensée. Bon. Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Un contre et puis 2 abstentions. Je vous remercie. Donc ensuite, dans les affaires générales, nous devons délibérer et donner notre avis sur l'enquête publique qui est en cours relative au projet d'exploiter un élevage de 126 emplacements volailles. 126 emplacements volailles par un exploitant sur Grandchamp. Pour faire un petit point, l'enquête publique a débuté hier. Il n'y a eu aucun visiteur. La prochaine permanence aura lieu le 13 juin. Cette enquête, elle consiste à donner un avis donc, sur la demande. Si vous, alors pareil, nous avons le dossier si vous souhaitez consulter. Voilà, nous l'avons là. Où il est consultable en mairie. Et donc c'est une demande de régularisation d'augmentation de capacité. Actuellement, c'est déjà ce qui est en cours. Alors après, c'est suite aux demandes des opérateurs, la Biomie et puis de Duc, par exemple. Actuellement... Aujourd'hui, les 2 bâtiments sont existants sur Grandchamp, chez M. Baudon. La seule chose qui travaillait sur un bâtiment en dinde et on fait 2 mises en place de dindes par an. Et on est, enfin moi pour mon cas personnel, on a un bâtiment de 1200 m², on met 22 000 poulets tous les 2 mois. Et en dinde, on met 8 000 dindes, mais 2 fois par an. Donc ça a une augmentation du nombre, mais il n'y a pas d'incidence autre. Le fumier, c'est exactement le même parce que les dalles, on les repaille entre deux, que les poulets, on ne le fait pas. Donc la quantité de fumier, c'est à peu près la même. Il n'y a pas de changement, sauf qu'il passe en poulet, donc plus d'animaux, donc une demande spécifique d'autorisation. Ouais. Donc en fait, alors, ce qu'on peut expliquer, c'est le fameux double démarrage. Ça consiste donc à accueillir les 126 000 poussins. Ben, c'est-à-dire qu'en poulet, pour faire 126 000, ils passent en poulet, et donc les poulets, ils sont là 60 jours à peine. Donc en gros, on a 5,2, 5,3 démarrages par an, et en dinde, on a 2,1 démarrages par an. Et donc après, on divise et puis on met dans... Donc il y a plus de poulets au mètre carré qui reviennent plus souvent, donc à la fin de l'année, on arrive à un nombre supérieur qui était autorisé à jusque-là.
Donc là, c'est déjà la situation actuelle, les bâtiments sont là, voilà. C'est une... voilà, considérant que la situation est la même qu'avant, que c'est une régularisation de la situation vis-à-vis des services de l'État, la source aussi de revenus de l'exploitant. Alors, sachant que de toute façon, ces évaluations sont suivies par la KSPB en permanence. Tous les 2 ans, ils sont contrôlés, on vérifie tout, le nombre d'animaux, le poids au mètre carré, on doit avoir dépassé, tout est vérifié par la KSPB tous les 2-3 ans. Plus le bien-être animal, ça c'est les services de l'État qui viennent. Donc la conférence des maires adjoints avait émis un avis favorable et donc je vous propose... Je voudrais savoir si l'élevage a de label bio. Non. Bon, c'est un élevage en papier, vous êtes d'accord? Non. C'est un élevage sur paille. Donc les animaux sont 126 000, ils sont bien-être animal, 126 000 sur 2020. Les animaux ne sont pas 126 000 au total, ensemble. Ils sont 126 000 à l'année. Dans l'année, il y a plus de 126 000 animaux. Mais au total, on est à poulet, on peut être à 7 ou 7,5 au mètre carré. 42 kg au mètre carré à ne jamais dépasser. Moi, j'ai eu un contrôle personnel pour ça. Ils ont demandé les 5 dernièrement les dates de départ, le poids qui a été sorti pour vérifier qu'on ne dépasse pas la densité requise. La demande porte bien sur 126 000 emplacements. Mais à l'année. À l'année. Ça fait 26 000 poulets à chaque fois. On ne voit pas le jour. Mais on n'arrivait pas à venir tous les poulets. Il ne va pas le jour. Aussi, donc il ne va pas le jour. On est élevé chez vous. Voilà, chez vous. Ah oui. J'aimerais bien connaître l'avis du maire délégué de Grandchamp. Il faut bien qu'il gagne sa vie, mais le piment, il n'y aurait pas de demande. Les bâtiments sont existants, là, on est sur un cas de juste régularisation, donc ils fonctionnent comme ça, c'est juste le volailleur qui demande une autorisation en surdémarrage, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de problème particulier. C'est juste une mise aux normes au niveau papier. C'est un changement de production de dinde, il passe en poulet. Voilà, nous, on a eu la même démarche il y a quelques années, qu'on a été en poulet, qu'on est passé en canard et en dinde. Et du coup, depuis, on est en multi-espèces justement pour éviter cette démarche. Bien, donc je propose d'émettre un avis favorable à cette demande déposée par M. Bouton pour l'exploitation d'un élevage de 126 000 emplacements à l'année. Alors, est-ce qu'il y a des contre? 1, 2, 3, 4, 5. 5 contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 5 contre et 8 abstentions. Alors, je vous remercie. Donc ensuite, nous allons passer à la partie finance avec le renouvellement de l'adhésion à l'agence technique départementale de Lyon. Alors, c'est un renouvellement d'une adhésion qui pourrait être en conformité avec l'augmentation du tarif notamment. Cette agence ATD, on a déjà eu affaire à présenter des retours d'études, que ce soit sur la médiathèque culturelle, que ce soit sur même peut-être les écoles il y a très longtemps. Donc c'est une agence qui est mise à la disposition moyenne d'une participation qui est à un montant en fonction du nombre d'habitants. Donc pour refléter cette augmentation à 1,30 € par habitant, il vous est demandé de renouveler cette adhésion. Voilà. Et de désigner bien sûr Madame le maire pour représenter la commune au sein des instances décisionnelles de l'ATD, l'agence technique départementale. Et d'approuver les statuts de l'agence technique départementale. Je me réveille. Eh bien, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions?
Merci. Ensuite, il s'agit du plan de financement proposé pour financer l'étude qui a été faite par l'AMO sur le RP Sud. Après s'être rapproché de la Banque des Territoires, il s'avère qu'ils sont susceptibles de financer 50% d'une telle étude. Donc je ne vais pas vous refaire l'intégralité du volet, mais donc sur un total de coût d'étude de 17 650 € hors taxe, la Banque des Territoires financerait 8 825 € et laissant un autofinancement à la commune de 50% pour le même montant de 8 825 €. Il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents relatifs à la demande de subvention auprès de la Banque des Territoires. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Alors, 2. Des abstentions? Je vous remercie. En préambule du point suivant, 5, je voudrais juste rappeler comment fonctionnent les demandes de subvention sur les projets. Ça se passe en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander des subventions puis faire approuver un plan de financement. Il faut d'abord faire approuver un pré-plan de financement, donner l'autorisation à Madame le maire de déposer les dossiers qui permettent de valider les hypothèses de financement qu'on a présentées sur un pré-financement. Et donc, au fur et à mesure des étapes, des retours que nous avons des dossiers déposés, nous adaptons le plan de financement et le repassons en délibération. La commune travaille sur le projet de construction d'un plateau sportif avec un bâtiment annexe. Ce projet va être phasé. Dans un premier temps, la partie sportive va être construite. Puis, concomitamment, une étude de réhabilitation et d'extension de bâtiments va être lancée, permettant d'interroger les différentes parties prenantes, utilisatrices, pour répondre aux différents besoins, aux différentes volontés. Pour être plus clair, nous avons à disposition actuellement un bâtiment qui est le bâtiment de la piscine. Nous avons par ailleurs des contraintes qui sont que la construction d'un bâtiment neuf est beaucoup moins bien subventionnée que la rénovation d'un bâtiment ancien. Nous avons par ailleurs des besoins aussi sur le foot, par exemple, qui n'a pas ce qu'il faut en matière d'accueil, de vestiaires, etc. D'équilibre d'ailleurs, de vestiaires symétriques entre hommes et femmes, etc. Donc nous souhaitons faire une étude de réhabilitation, peut-être extension, du bâtiment actuel de la piscine, ce qui permettrait d'avoir à la fois un meilleur financement, mais de répondre à plus de besoins que simplement le plateau sportif qu'on propose de construire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le scénario que nous proposons de plan de financement est hors bâtiment. Il concerne le plateau sportif tel que présenté. Le financement serait donc le suivant, possiblement. Une DETR de la préfecture, alors on parle sur le hors-taxe, donc un hors-taxe qui serait de 799 008, sur lequel nous aurions en DETR 239 702, du département avec le dispositif Ambition pour Lyon, 30%, 239 702 également, 20% de l'Agence nationale du sport, 159 802, laissant un autofinancement de 20%, 159 802 à la commune. Sachant qu'on ne peut pas de toute façon aller au-delà des 80%. Il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à effectuer cette démarche et à signer tous les documents relatifs aux demandes de subvention auprès des différents financeurs. Je le répète, c'est l'étape où on va demander les subventions et on reviendra vers vous avec les retours des subventions. Avez-vous des questions? Vous espérez avoir une DETR de 30%. Alors déjà, ça n'existe pas. C'est 20%. Non. Donc ça part mal. Ben non. Pardon, nous avons eu 50% pour le city-stade de Villefranche. Oui, mais c'est pas du tout la même chose. Et en plus, vous espérez des financements par l'Agence nationale du sport que, à mon avis, vous n'aurez pas non plus parce que
l'anneau n'est pas aux dimensions réclamées par la Fédération d'athlétisme, et ça c'est rédhibitoire. Et il n'y a pas de haut, et là vous avez 20% qui partent. Je maintiens que la DETR à 30%, je ne crois pas trop, parce qu'à Cergy, ils ont construit un city-stade, et la DETR a versé de 20%. Eh bien, je vous le répète, monsieur Hugo, nous avons eu 50% alors que nous avions demandé 40 de DETR sur Villefranche. Nous avons donc dû rendre 10 points de l'aide du département qui nous avait accordé 40%, ce qui faisait 90%. Ce qu'on demande à c'est passé en conseil municipal, ça a été validé, ça a été délibéré, le city-stade a été construit. Oui, mais vous n'avez pas comparé le city-stade de Villefranche. Je réponds à ce que M. Humeau vient de dire, à savoir il parle d'un city-stade, c'est le terme qu'il a employé à Cergy. Mais combien a-t-il coûté à Villefranche? Pardon? Combien a-t-il coûté à Villefranche? 80 000 €. Et à Cergy, 35 000, c'est le même. Enfin, j'ai pas d'image, vous pouvez balancer ce que vous voulez. Apportez donc les dossiers et les documents. Il a coûté 35 000 points en reste à charge et en coût total. Son coût s'élève à 35 000 en taxes. Il a été subventionné à hauteur de 20% par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, 40% par le Conseil départemental et 20% par l'État via le DETR. J'ai bonne source, c'est bien républicaine. Monsieur Humeau, alors moi ce que je trouve dommage, c'est que vous faites partie de la commission. On en a discuté, alors on n'a pas discuté de ça parce qu'à chaque fois vous nous gardez le petit truc pour le conseil. Là ce qu'on vous demande, c'est en fait... Je garde un petit truc pour les conseillers. Oui, monsieur Humeau. Ce qu'on vous demande, c'est la possibilité d'autoriser Madame le maire à aller chercher, voir les subventions. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. On vous dit pas qu'on va le faire, qu'est-ce qui n'est pas compris dans la démarche. Et ce que je regrette, monsieur Humeau, c'est que quand on est en commission, vous m'aviez dit que vous n'étiez pas pour. Alors, comme je vous ai dit, vous faisiez la politique, vous étiez que de toute façon pas pour. Voilà, on est là pour avancer. Donc si on ne doit pas voir ces subventions, nous ne saurons pas. Donc à un moment donné, il faut arrêter, monsieur Humeau, à un moment donné, il faut arrêter de mettre des barrages pour mettre des barrages. Il faut savoir exactement ce que l'on peut récupérer en subvention et on reviendra vers vous. Eh bien, écoutez, je vais autoriser Madame le maire à chercher, mais j'ai peur qu'elle se... Eh bien, on verra en temps et en heure, monsieur Humeau, et je serai le premier à vous dire, eh bien, on s'est trompé, on a eu que 20% si c'est le cas. Je serais ravi si vous les obtenez, mais j'ai des doutes. Eh bien, très bien, je vais vous laisser avec vos doutes. Moi aussi. Monsieur Pécaud. Alors, vous savez déjà ce que je pense de ce projet, mais ça ne tient qu'à moi. J'aurais préféré qu'on mette de l'argent pour les sections USCOP dans le gymnase, ça leur aurait profité directement, plutôt que mettre de l'argent dans une section USCOP qui n'existe pas, mais ça, on a déjà parlé longuement. J'aimerais, j'ai la réponse, mais c'est mieux que ce soit l'adjoint aux finances qui le dise. Quel était l'avis de la commission aux finances sur ce plan de financement mardi dernier, à la veille de la convocation à ce conseil municipal? Alors, la commission, en l'absence de 3 personnes de la majorité, d'une personne de votre groupe, a dit non. Je rappelle juste à toutes fins utiles que la composition de la commission de finances, que je n'ai pas choisie moi personnellement, ne reflète en rien les proportions des différentes listes dans le conseil municipal, ce qui fait que je suis régulièrement mis en minorité sur une commission, alors que ça ne devrait pas l'être. Voilà, merci. Je peux donner une dernière précision? Ça sera plus simple, hein. Pardon? Je dis qu'il faut la dissoudre, ça sera plus simple, comme ça t'auras plus de C'est pas ce que j'ai dit, je précise juste les choses. Et en quoi ça te semble illégitime que je précise ça? Vous êtes systématiquement opposé, donc je le précise, j'étais en... Rosemarie, et au moins la décence de ne pas me prendre pour un crétin. Merci. Écoute, si tu dis que je te prends pour un crétin, je te prends pour un crétin, c'est pas un problème, surtout quand tu me permets de t'exprimer sur mon cas. Oui. D'accord? Oui. C'est des choses que tu ne connais pas. Quoi, Donc par là, exemple? moi je te dis que si la commission ne te convient pas,
Tu demandes à Madame le maire de la dissoudre et on fait réunir une commission. C'est tout. Très bien, très bien. Ça s'est réglé? Oui. Ça s'appelle de la dictature. Hein. Non. Je vais vous donner un petit complément d'information pour répondre à M. Péco. Je vais déjà appeler, je crois, en commission finance de toute façon. Pour le gymnase, je vous l'avais dit, on allait travailler dessus, mais M. Leroux a dû vous le dire. Nous avons rencontré les services de l'État, l'ATD. Nous avons commencé à poser nos demandes en fonction de ce que m'avait remonté un des conseillers. L'extension pour le public, deux autres salles de façon à optimiser l'espace, le rangement, parce qu'il y a un problème de rangement, c'est sûr. Ceci étant dit, il n'y a pas de baguette magique, on ne fait pas ça et ça arrive. C'est un lourd travail, d'accord, qui sera sûrement, mais on en reparlera, qui pourra qui sera commencé, si je ne me trompe pas, d'après sa disponibilité à partir de décembre. Et ça, je l'ai dit. Donc voilà. Donc le plateau sportif revu à la baisse, c'est pour l'extérieur. Le gymnase, c'est pour l'intérieur. Voilà, c'est tout. Ok. De toute façon, voilà, moi, votre réponse, je ne suis pas, encore une fois, contre mettre de l'argent dans les sports. Je suis contre le fait de commencer un projet avant de commencer la priorité. Et voilà. Mais j'entends vos arguments. C'est déjà. On va pas refaire le débat. On en a parlé plus longtemps. La priorité, vous avez votre avis, j'aime bien. Non, je vous le dis. La priorité, elle dure depuis des années. Les sportifs ont besoin, on revoit le gymnase, mais on ne va pas faire par petits bouts. Parce qu'on a fait un petit bout il y a quelques années, ça ne suffit pas. Donc il faut bien réfléchir. C'est comme le bâtiment pour accueillir, j'espère bien, les vestiaires des footeux, les sanitaires et tout réglementaires. On ne va pas le faire comme ça rapidement. On va prendre le temps, on va poser les besoins et faire du mieux possible, de façon à ne pas y revenir surtout. Voilà. Merci à vous. Mes chers collègues, les dissidents dont je fais partie ne soutiendront pas ce projet, non pas par opposition stérile, mais parce qu'il est le fruit d'une lubie soutenue par une majorité municipale vacillante qui ne veut pas perdre la face comme elle a failli le faire lors du vote du budget. Par le biais d'un grossier et maladroit maquillage et saucissonnage, on nous dit que cela ne va coûter que 159 000 € pour un plateau sportif estimé au départ à plus d'1 600 000 €. La belle affaire, ce n'est que la face cachée de l'iceberg ou l'arbre qui cache la forêt. Avec candeur, on nous explique que ceci est fait pour la bonne hygiène de vie de nos habitants, leur santé, en bref, les faire bouger. Alors si telle est votre volonté, Madame l'adjointe au sport, commencez par entretenir et promouvoir nos magnifiques chemins de randonnée, eux, équitablement répartis sur tous les territoires de nos villages et qui sont malheureusement souvent en mauvais état. Commencez par rénover les équipements des zones de loisirs, comme en parlait M. Boisset tout à l'heure. Jeux, terrains, sans parler du gymnase, si nécessaire à nos jeunes sportifs. Offrez des opportunités qui correspondent à la strate démographique de notre population et à ses attentes réelles. Une piscine, un centre bourg, rénové et accessible, où il fait bon déambuler et se rencontrer. Et pourquoi pas, sans être caricatural bien entendu, un terrain de pétanque où l'on se retrouve entre copains. Tous les jours, je passe devant le terrain de tennis de Marché-Béton, inutilisé, délabré, abandonné. On est bien loin des flonfons de Roland-Garros. C'est l'exemple même d'un équipement qui ne correspondait pas aux besoins des Marchésiens, mais à la lubie d'une équipe municipale de l'époque. Aujourd'hui, après la perte annoncée de plus d'1 million d'euros de DETR, nous sommes contraints de construire un local pour les archives avant la fin de l'année pour pouvoir bénéficier de subventions, bien qu'elles paraissent aujourd'hui bien improbables. Mais surtout, nous venons d'apprendre que nous avions largement sous-estimé le coût du RP Sud, sur lequel il existe là un véritable consensus. Est-il alors opportun de s'engager sur un projet aussi contestable, certes
pas totalement inutile, mais largement démesurée. Notre réponse, les dissidents, est clairement non, et nous demandons le vote à bulletin secret sur cette délibération. C'est dommage de ne pas arriver à voter normalement. Moi, je trouve ça. À un moment donné, il faut avoir le courage de ses opinions. Voilà. Monsieur, m'avez entendu? Je trouve qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de ses opinions. Pourquoi bulletin secret, il faut avoir? Voilà. Les gens n'ont pas envie, ils ne font pas. On demande seulement d'aller voir si on peut avoir des subventions. Hein. Je ne suis pas bien. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Excusez-moi, monsieur. Voilà, c'est tout. Bulletin secret, pourquoi hein? Je reviens juste. Alors, les chemins de randonnée, une partie est entretenue par à chacun son chemin. En effet, il y a certains chemins que nous entretenons. Les jeux, alors ils sont en cours. Voilà, hein, on a aussi sollicité des structures pour avoir des financements autres que l'État. Donc on est en train de travailler sur ce sujet. Le terrain de tennis de Marché-Bleton, eh bien, il y a une réflexion puisque nous avons une section tennis qui a besoin de cours et qui utilise ceux de Château-Renard et qui serait intéressé pour, lors de leur compétition, utiliser ceux du territoire, hein, donc y compris celui de Grandchamp. Voilà, donc il y a quand même une réflexion qui est en cours et je trouve cela un petit peu irrespectueux de votre intervention. Mais c'est pas très grave. Quant à la supposée DETR d'1 million, ça n'a rien à voir, ça n'est pas une DETR, monsieur Huc, renseignez-vous mieux. Il s'agit d'une DGF et c'est pas de l'argent qu'on perd, c'est de l'argent qu'on n'a pas intégré dans les bilans pour l'instant et dans les budgets prévisionnels. De fitness. Donc vous nous avez dit, Madame Javon, que c'était pour l'EHPAD. Est-ce que vous êtes déjà allé voir l'EHPAD? Non, il ne faut pas faire du fitness. Non mais, s'il vous plaît, on vous a écouté et répété toujours la même chose à chaque fois. Vous m'écoutez aussi, bien volontiers, je pense. Je voulais savoir si sur le fitness, le toit est compris, comme puisque c'était... on le comprenait ou on ne le comprenait pas dans votre... Non, Madame Bonneau, il n'y a pas de toit, c'est une option. C'est une aire de fitness multigénérationnelle. Voilà, c'est tout. Mais là, on vous parle d'aller chercher des subventions. Voilà, et on s'en reverra pour en parler après. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Je reviens juste. C'est pas Madame Javon qui a parlé d'EHPAD. C'est moi. Ce n'est pas Madame Javon qui a parlé d'EHPAD, c'est moi. Et sachant que certains résidents de l'EHPAD vont faire de la randonnée, que certains se sont déplacés au Young Sport Senior, ces agrès peuvent permettre l'accès, l'utilisation par certains résidents de l'EHPAD, mais évidemment pas par tous. Voilà. Si, ne pensez pas que nous avons des grabataires non plus à l'EHPAD. Je vais laisser la parole à Madame Contreau qui va vous en parler. Effectivement, Madame Gounod, à l'EHPAD, nous n'avons pas que des gens grabataires, nous avons des gens qui marchent beaucoup, qui aimeraient bien avoir des activités gratuites. Moi, ce qui me dérange dans tout ce que vous dites, c'est que le gymnase, je suis d'accord qu'il faut qu'il soit rénové, mais il va bénéficier à qui? Aux licenciés, c'est-à-dire il y aura des horaires, il sera fermé le soir, ceux qui veulent faire du sport le soir, porte fermée. Le plateau sportif, c'est quand même ouvert H24, 365 jours, et donc libre d'accès. Les jeunes qui ne peuvent pas payer une cotisation pour faire du sport pourront faire du sport. Moi, ça me choque ce que j'entends. Le gymnase. Je ne vous ai pas parlé de gymnase, vous me parlez à moi, je n'ai jamais parlé de gymnase. Alors, excusez-moi. Madame, et si je fais une petite aparté, je peux vous dire que s'il y a un plateau sportif
qui en plus n'est pas loin de l'EHPAD, il y aura des animations sport avec des résidents qui pourront y aller. Oui, en plein cagnard. Ben oui, c'est vrai qu'on les met en plein soleil tout l'après-midi, monsieur. En plein été avec 42 Mais c'est vrai qu'on est des inconscients. Bah oui, Nous sommes mal soignants. C'est sûr que vous allez sortir de l'été en plein cagnard. Monsieur, c'est pas que l'été. Monsieur Moreau, le plateau sportif, c'est pas que l'été. Je viens de le dire, c'est 365 jours. Ah bah c'est sûr que l'hiver aussi, vous allez sortir. Ça, vous les allez achever tout de suite. Mais qui est Monsieur Moreau, est-ce que vous pourriez avoir une discussion qui ne soit pas sous le signe de la colère? Je ne sais pas, vous pourriez vous exprimer autrement. Ce serait un peu plus cordial. Arrêtez de dire n'importe quoi aussi de temps en temps. Mais vous allez voir la science voyez quoi? Bon, je disais juste aussi que depuis que le City-Stade à Villefranche est ouvert, eh bien il fait fureur. Voilà. Et on était en conseil d'école hier soir, les enseignants sont super contents, les parents sont super contents. Et donc voilà, moi en tout cas c'est un projet, il y avait beaucoup d'enfants quand on y est allé. Moi, c'est un projet en lequel je crois, parce que j'ai des enfants qui pratiquent en effet le sport. J'ai des parents qui, quand j'attends mes enfants, me disent eh bien, que ce serait bien d'avoir une activité, puisque les enfants qui n'ont pas, qui sont sur des niveaux différents ne peuvent pas intervenir en même temps au niveau du sport. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être aussi, qui permettrait voilà, d'occuper les enfants. Pas que les enfants, les gens, les Parisiens qui viennent le week-end, c'est Oui, voilà, c'est ce qu'on a. On en a parlé également. Enfants et loisirs pour tous ces jours. Donc, voilà, l'association, dans son intégralité, dans le cadre de son activité périscolaire, devrait voir en termes d'assurance ce qu'il en est vis-à-vis des autres enfants qui ne sont pas sous leur responsabilité. À pouvoir se rendre sur le City-Stade, tout comme sur l'accueil de loisirs. Voilà, donc c'est quelque chose qui, je dirais, peut être intéressant et qui, je pense, est important pour les enfants de notre territoire. Malgré tout, j'ai entendu voilà, particulièrement un maire délégué dire que nous avions 60% de la population qui avait plus de 60 ans. Alors, peut-être. Sauf qu'il faut aussi voir l'avenir. Et je peux vous dire que j'ai eu rendez-vous avec le directeur de Saint-Gaudin vendredi matin, qui, lui, ce qu'il considère comme être l'attractivité dans le territoire, c'est surtout les équipements. C'est attirer des jeunes actifs. Il a également le souhait, c'est qu'on a aussi un problème de garde, moyen de garde d'enfants. Eh bien, il souhaiterait qu'il y ait une ouverture, par exemple, de crèche, parce que lui, voilà, c'est aussi la problématique qu'il rencontre avec ses employés. Donc, il y a tout un tas de choses qui font que les demandes ne sont pas toujours les mêmes, et en soi, il faut aussi considérer celle-là, puisque c'est un acteur important, un acteur économique du territoire, et qui était très favorable aussi à ce projet lorsque nous en avons échangé ensemble. Voilà. Eh bien donc, pour ce... Oui, monsieur Mo. Alors, je vous donnerai la parole ensuite, monsieur Mo. Non, je voulais en revenir au but de la délibération. Je voulais dire que en supprimant un boom-track, tout le monde sait bien ce que c'est, vous savez la passion que j'ai pour le boom-track, et les agrès, on pourrait se payer un City-Stade. Et c'est une proposition que je fais, un City-Stade à la place d'un boom-track et des agrès, et je pense que, comme dit Madame le maire, c'est un équipement qui a beaucoup de succès. Sauf que c'est pas la même chose. Voilà. Non. On l'a quand même assez débattu en commission. Et le boom track, savez-vous qu'on m'a téléphoné aujourd'hui pour que je renseigne cette personne qui veut justement trouver un fournisseur de boom track pour une commune voisine. Voilà. Donc ça, c'est pour les jeunes. Je rappelle que certains d'entre vous
avaient dit qu'ils ont emmené leurs petits-enfants sur une aire de skateboard, quelque chose comme ça, hein, pas très loin d'ici. Alors ils en ont construit un sur Toussy, apparemment c'est loin d'être un succès. Et donc c'est vrai que ce Pump Track est plutôt innovant et de ce qu'on a pu avoir, en tout cas dans les retours des structures existantes, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Bon. Donc, eh bien, nous allons procéder au vote. À bulletin secret. Non. Alors, qui souhaiterait que l'on vote à bulletin secret? Alors, donc, vous êtes 11. 20, hein? Oui, mais non, c'est les présents. Les pouvoirs ne comptent pas, donc c'est 11 présents. 1, 2. Alors, relevez les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11. Et donc, comme il faut un tiers, et un tiers c'est 15, nous ne voterons pas le bulletin secret. Voilà. Alors, donc qui est contre? Avant que je commence le vote, je veux dire un truc. Allez, je vais. En commission finance, j'ai expliqué que j'étais contre. Mais aujourd'hui, je voterai pour. Et c'est pour ça que je n'ai pas demandé la bulletin secret. J'ai le courage de mes opinions. Je voterai pour parce que je n'ai pas envie d'apporter de l'eau au moulin à certaines personnes. Donc aujourd'hui, malgré que je ne sois pas super pour à 100%, je voterai l'unité et je voterai pour. Merci. Alors, du coup, qui est contre? Donc 16 contre, qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Et moi aussi, je vous remercie. Ensuite, le lancement de la Donc nous devons délibérer pour le lancement d'une procédure de renouvellement des services de télécommunication pour la commune. Notre marché se terminait fin mai. Nous avons décidé de le prolonger jusqu'au 31 décembre 2023. Alors elle est nécessaire puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de déployer la fibre sur le territoire de Charmeret-Puisé et que la quasi-totalité est donc commercialisée. Il reste une partie du sud du territoire qui est encore en cours de déploiement. Donc l'arrivée, l'échéance de cette fin du marché et le changement de technologie nécessitait une passation pour une nouvelle procédure, que ce soit une procédure adaptée ou formalisée, avec l'adhésion peut-être d'une centrale d'achat. Elle peut faire l'objet d'un allotissement afin de garantir une mise en concurrence sur chaque besoin de la commune, que ce soit en téléphonie mobile, en Internet.
Le besoin qu'on a estimé s'élèverait à 50 000 € hors taxes par an. Donc il vous est proposé ce soir de lancer cette procédure de renouvellement des services de téléphonie fixe, d'interconnexion des sites, d'accès Internet et puis des services de téléphonie mobile pour l'ensemble de la commune. Et puis donc de m'autoriser à effectuer toutes les démarches, à signer tous les documents relatifs au lancement de ce renouvellement. Est-ce que vous aviez des questions? Oui, moi, une question. Est-ce qu'on reprend les services de l'AMO comme la dernière fois? C'est quand même un marché particulier qui est assez compliqué. Et la dernière fois, on a eu recours à un AMO. Alors, oui, on va en effet passer par un AMO pour pouvoir nous aider à pouvoir établir ce marché. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, c'est une déclaration pour attribuer des subventions donc, aux associations et donc les comités des fêtes du territoire qui organisent les feux d'artifice cette année. Donc nous avons sollicité les comités des fêtes qui organisaient les manifestations communales avec les feux d'artifice. Nous avons sur l'ensemble des communes, au nombre de 6, nous en avons 3 qui se proposent d'organiser des feux d'artifice lors de leur fête communale. Et donc dans le cadre d'échanges au sein d'une commission de la conférence des maires et adjoints, la commune souhaitait participer et aider les associations à animer leur village, mais n'avait pas, en tout cas en ce sens, vocation pour financer l'intégralité des feux d'artifice, puisque les coûts étaient conséquents ces dernières années. Donc il avait été déterminé, on avait évalué avec l'ensemble de la commission un montant de 750 € de subvention qui représentait la moitié d'un feu d'artifice tel que celui de Péreux les années passées. Voilà, donc on a donc les amis de l'école de Chêne-Arnoux qui nous ont répondu favorablement, Péreux Animation et l'aire de loisirs de Grandchamp. Cette année, je voulais juste faire un petit aparté, ça concerne le comité des fêtes de Villefranche qui va réaliser le feu d'artifice, mais qui n'a pas sollicité faire une demande de subvention. Non. Donc après, à vous de voir si vous souhaitez. On peut avoir des explications? Oui, on peut donner des explications. Donc, moi j'ai envoyé le mail de Madame le maire à mon comité de fête pour qu'il statue sur le fait que la commune de Charmont-et-Puisaye ne voulait plus cautionner en totalité les feux d'artifice. J'estime que pour Villefranche, c'est un feu d'artifice qui a lieu le 13 juillet, donc la veille de la fête nationale. C'est un feu d'artifice qui est fait depuis de nombreuses années, qui a toujours été financé par la commune. Donc, alors après, je comprends que Charmont-et-Puisaye ne puisse pas financer les 14 feux d'artifice à hauteur de 1 000, 2 000 €, voire peut-être 3 000 €, je le conçois. Par contre, la subvention demandée, 750 € pour moi, c'est ridicule entre guillemets. Pour moi, le montant correct aurait été au moins de 1 500 €, voire 2 000 pour que nous acceptions cette subvention. Et le fait que vous ne plus participer au feu d'artifice de Villefranche. Donc, de ce fait, mon comité des fêtes va organiser lui-même son feu d'artifice le 13 juillet. Je voulais que
qui interviennent. Oui, moi je parle en tant que présidente du comité des fêtes de Villefranche. Nous avons fait une réunion exceptionnelle et tous les membres ont voté à l'unanimité contre la subvention des 750 €. Ils ont estimé que ça ne suffisait pas. Donc c'était une somme très dérisoire, alors que le feu d'artifice coûte 3 000 €. Donc on paiera la totalité et ce sera peut-être le dernier, mais voilà. Merci. Monsieur Fleury. Je ne prendrai pas Par au vote. Oui, en tant que président de l'association. Je l'ai noté. Par contre, je voterai pour le justice. Je voulais dire deux mots de cette nouvelle règle qui me paraît complètement injuste et inéquitable pour les villages. Vous avez oublié de rappeler, vous l'avez peut-être fait exprès, mais que la commune va subventionner à hauteur de 100% le feu d'artifice de Charny, 4 500 €. Vous parlez d'équité, vous parlez de village, vous parlez d'une commune avec 14 villages dont on doit s'occuper, c'était dans votre programme. Aujourd'hui, le mot équité n'est pas du tout appliqué à cette nouvelle règle. Donc je voterai évidemment contre cette nouvelle règle et pas contre mes collègues et confrères présidents du comité des fêtes à qui je souhaite plein de succès dans leur feu d'artifice cet été. En revanche, l'équité n'y est pas. Et je voulais savoir pourquoi, justement, vous aviez décidé de maintenir le feu d'artifice